bonjour. Eh bien oui, on va passer plutôt sur le versant gynécologique et plus large même du phénotype des patientes qui présentent des anomalies mullériennes. Et c'est un projet qu'on a mené à Rennes en collaboration avec le service de gynécologie, en partie dans le cadre du projet de transplantation utérine qui est mené au CHU. Et l'objectif de notre projet était de décrire une cohorte de patientes présentant des anomalies mullériennes, tant sur le plan de leur phénotype que de leur génotype. Donc, quand on parle d'anomalies mullériennes, on fait référence aux canaux de Muller qui se forment à partir de la 8e semaine du développement et qui vont donner naissance au trône de Fallope, au corps utérin, au col utérin, à la partie supérieure du vagin. Et la forme la plus extrême d'aplasie des canaux de Muller donne le phénotype du MRKH, donc Meyer-Rokitansky-Hauser syndrome, distingué en deux parties. Le MRKH de type 1 lorsqu'il est considéré comme isolé, c'est-à-dire uniquement une absence de l'utérus des 2/3 supérieurs du vagin, chez une femme qui présente par ailleurs un phénotype féminin, un karyotype normal, ce qui valide la définition du MRKH. Dès lors qu'il y a des atteintes extragénitales associées, notamment rénales, squelettiques, cardiaques, auditives, on est dans le spectre du MRKH de type 2. Mais en fait, il y a tout un continuum d'anomalies des canaux de Muller qui vont donner lieu à des utérus didelphiques, unicornes, bicornes, qui sont également des anomalies mullériennes. Dans notre travail, nous nous sommes concentrés sur deux cohortes. Une cohorte avec des femmes qui présentent un syndrome MRKH, qui ont été rencontrées soit en amont du projet de transplantation utérine par la cohorte PRAM, soit dans le cadre du projet de transplantation utérine. Pour ces femmes-là, on a réalisé un bilan morphologique avec imagerie pelvienne, radiographie du rachis, imagerie rénale, imagerie cardiaque et une évaluation de l'audition. Et on a également étendu l'analyse génétique donc à ces 80 femmes présentant un MRKH et d'autres patientes qui présentent des anomalies mullériennes, donc pas forcément des aplasies de type utérus bicorne, donc qui ne sont pas rencontrées dans le projet de la transplantation utérine, et également à 5 fœtus. Et donc ça, c'est la cohorte plus génétique pour lesquelles on a réalisé au laboratoire de cytogénétique un karyotype, une ACPA, un séquençage de l'exome, principalement des exomes en solo. Si on s'intéresse déjà à la première cohorte, donc des 85 patientes qui présentent un MRKH, et au phénotype extragénital, on s'est rendu compte que près de 40% des patientes avaient également des atteintes rénales, plutôt variées, principalement des agénésies rénales unilatérales, chez 14,5% d'entre elles, et une ectopie rénale, principalement un rein en localisation pelvienne chez presque 10% d'entre elles. Et ce n'était pas une découverte anodine, puisque à l'heure actuelle, cette localisation pelvienne du rein est une contre-indication à la transplantation utérine, ce qui gêne la chirurgie des vaisseaux utérins. Sur le plan du phénotype squelettique, plus de la moitié des patientes présentaient une particularité squelettique, principalement des scolioses chez près d'un tiers, parfois des scolioses à expression clinique discrète, des anomalies segmentaires. On a été surpris par 6 spina bifida dans la cohorte, 4 spina bifida occulta, et à presque égale proportion des anomalies des hanches et du bassin. Sur le plan cardiaque, on a retrouvé 2 patientes qui avaient des particularités. Une patiente qui présente une communication interventriculaire, mais dans un phénotype plus complexe d'association bactérienne. Elle a une atrésie de l'œsophage, une aplasie radiale unilatérale, une scoliose, une agénésie rénale unilatérale. Et une autre patiente qui présente un variant dans FBN2 et qui a une dilatation de l'aorte. Donc probablement que son variant dans FBN2 explique cette pathologie cardiaque. Sur le plan auditif, 8 patientes ont déclaré une surdité, principalement des surdités unilatérales survenues dans l'enfance. On n'avait pas les phénotypes précis pour chacune pour savoir si c'était neurosensoriel ou de transmission. C'était parfois des données plus difficiles à récupérer. Mais dans l'ensemble, sur ces 85 femmes qui présentent un syndrome MRKH, on s'est rendu compte, après avoir proposé ce bilan exhaustif, que 76,5% d'entre elles présentent au moins une anomalie associée et que 23,5% d'entre elles ont un MRKH de type 1, donc non associé à des anomalies extragénitales. Si on se concentre ensuite sur la cohorte génétique, donc là on a 98 sujets, les 85 patients avec l'aplasie mullérienne, quelques patientes avec une dysplasie mullérienne, ou du moins une agénésie non totale, et des fœtus. On a retrouvé des anomalies au karyotype chez 3 d'entre elles, une patiente avec un syndrome triple X,
Et on a retrouvé dans la littérature que le syndrome triple X peut être associé à des anomalies génito-urinaires dans 5 à 16% des cas, donc ce qui pouvait expliquer au moins en partie le phénotype. Une patiente qui présente une mosaïque de Turner et une dysmorphie compatible, un phénotype compatible. Et on a également retrouvé une patiente qui présente un marqueur du chromosome 15 qui est hérité d'une mère qui n'a pas de troubles génito-urinaires particuliers, donc on a considéré comme non associé au phénotype. Et donc cette patiente n'est pas dans la cohorte, mais on a quand même eu la surprise. Elle n'est pas dans la cohorte parce qu'elle n'a pas un syndrome de MRKH à proprement dit. Elle ne valide pas la définition. C'est une patiente qui s'est présentée avec une aplasie utérine isolée, pas d'aplasie vaginale, des hernies inguinales, une notion de hernie inguinale opérée dans la petite enfance. Elle présente en fait un karyotype 46XY et à l'exome, on a vu un variant hémizygote dans le gène AR et c'est le diagnostic différentiel principal du syndrome MRKH qui est l'insensibilité totale aux androgènes. Ensuite, les patientes ont eu des ACPA, on a réalisé 72 ACPA et on a retrouvé 3 fois dans la cohorte la microdélétion récurrente 17q12 qui est associée à la délétion d'HNF1β avec le phénotype MRKH qui est connu à peu près dans un tiers des cas et des microkystes rénaux. Il y a également une prédisposition au diabète Moody 5, donc, ce qui permettait de mettre en place une surveillance adaptée. Une patiente qui présente une délétion 22q1.2 classique avec un phénotype compatible, un utérus bicorne, un vagin bifide, donc là on n'est pas dans le MRKH classique, vu que c'est un utérus bicorne, une agénésie rénale unilatérale, une scoliose, une insuffisance vélaire, l'hypocalcémie néonatale, bon, le phénotype relativement classique de la délétion 22q1.2. Et on a retrouvé également 2 pièves dans le chromosome 22 entre les LCR B et D et C et D. Le premier chez un fœtus qui a été interrompu pour une agénésie rénale bilatérale et le deuxième hérité d'un père qui ne présentait pas de phénotype particulier chez une patiente qui a un syndrome MRKH. Sur le plan du séquençage, on a retrouvé dans la cohorte 6 anomalies, 4 fois des variants dans le gène GRB1L chez des patients qui présentent un syndrome MRKH, une agénésie rénale unie ou bilatérale, notamment pour le cas de fœtus. Et on reviendra plus tard après, mais ça nous a permis de définir qu'il y avait une pénétrance incomplète et une expressivité intra- et interfamiliale variable pour ce gène. Le syndrome associé au gène GATA3, le syndrome HDR, avec hypoplasie, surdité, insuffisance rénale. Et là aussi, les malformations utérines sont décrites dans près de 30% des cas. Une patiente qui présente un variant dans PAX8, un variant d'épissage. Et PAX8 a déjà été rapporté comme associé à l'hypothyroïdie et au MRKH. Et c'est bien une patiente qui présentait une hypothyroïdie. Et on a également noté des variants de signification indéterminés chez 2 patientes. Une qui présente un variant dans FZD2 et un syndrome, un phénotype MRKH spina bifida rein fusionné. Pourquoi on a relevé ce variant? Parce qu'il impacte la voie Wnt, qui est une voie majeure du développement embryonnaire, et il a déjà été rapporté associé à des malformations mullériennes. Et une patiente qui présente le phénotype VACTER, microcéphalie petite taille, qui a 2 variants, un dans ANAPC10, qui lui a déjà été rapporté dans l'oligosyndactylie dans la souris, ce qui nous a intéressé puisqu'elle présente une aplasie radiale unilatérale, et un variant dans TOXC10, qui est associé à un syndrome récessif de Beaulieu-Boycott-Inès syndrome, qui, dans ce syndrome, on peut retrouver cette microcéphalie qu'elle présente, les anomalies cardiaques, rénales, vertébrales, et il y a un phénotype endocrinien ou gynécologique qui a déjà été rapporté avec des IOP et de l'endométriose, mais pas d'aplasie mullérienne au sens strict. Donc cet arbre, pour vous montrer l'expressivité intrafamiliale variable et la pénétrance incomplète associée à GRB1L, où on a rencontré les personnes qui sont à droite de l'arbre. Donc ce fœtus qui a été interrompu pour une agénésie rénale bilatérale, c'est un fœtus féminin et qui à l'autopsie présentait également une aplasie des canaux de Müller. Sa sœur, qui présente un MRKH, une aplasie rénale unilatérale, le frère, le père, la grand-mère, qui présentent tous 2 des agénésies rénales unilatérales. Finalement, d'autres apparentés qui sont porteurs du variant, mais qui, eux, n'ont pas de phénotype particulier. Et ici, on retrouve une femme qui a également un MRKH. Alors pour elle, c'est un peu plus difficile de savoir si c'est uniquement le variant GRB1L ou s'il y a autre chose à côté. Elle a rapporté avoir été exposée in utero au distilbène. On a également retrouvé des données secondaires, donc l'exome était réalisé à viser d'expliquer la malformation génitale, et finalement on a retrouvé pour une patiente un variant dans FBN2 donc, qui explique sa dilatation aortique, mais qui n'est pour l'heure pas rapporté associé aux aplasies mullériennes. De même,
une forme de surdité récessive associée à des variants hypomorphes dans BSND, qui explique la surdité palaplasie mullérienne, et une patiente qui présente un syndrome de TEMTAMI, qui est un syndrome autosomique récessif associé à C12ERF57, ce qui correspondait à sa dysmorphie, à son retard du développement, mais dans la littérature, il y a une 50aine de femmes décrites, et aucune n'ont été rapportées avec des aplasies mullériennes. En conclusion, on souhaite rappeler l'importance de ce bilan malformatif, d'un phénotypage très précis de ces patientes qui présentent ce syndrome MRKH ou des aplasies mullériennes, d'une part pour orienter la génétique, et d'autre part dans l'hypothèse de la transplantation utérine où on a besoin d'avoir le phénotype complet de ces patientes. Ensuite, l'intérêt du diagnostic génétique, il est bien sûr pour le conseil génétique aux apparentés, mais également en vue d'une transplantation utérine pour prédire un risque pour la descendance, quand c'est possible. On souhaite aussi rappeler la place du karyotype lors du diagnostic initial. Il est souvent prescrit par le gynécologue qui fait le diagnostic de l'aplasie utérine. Et c'est vrai qu'il permet tout de même d'éliminer ce diagnostic différentiel de résistance totale aux androgènes. Et ensuite, on a un rendement aux alentours de 9% avec le karyotype ACPA-exome. Donc ça pose la question des étiologies non mendéliennes, des étiologies environnementales. On a déjà entendu parler du distilbène où on sait qu'il peut y avoir des atteintes jusqu'à 3 générations chez les femmes qui ont été exposées au distilbène. Et pour terminer, je souhaite remercier l'ensemble des services de génétique de Rennes, le service de cytogénétique, le laboratoire de biologie moléculaire, le service de génétique clinique et le service de gynécologie obstétrique avec lequel nous avons collaboré. Merci beaucoup. Un nouveau champ qui s'ouvre avec les transplantations utérines. Merci, félicitations, c'est un très très beau travail, très bien présenté. Du coup, je me posais la question des liens entre le MRKH et une entité, une association malformative qui est pour moi assez mystérieuse, qui n'a pas été beaucoup étudiée, qui est le MRSC. Parce que finalement, quand on va dans le MRKH, il y a des anomalies squelettiques, des anomalies vertébrales. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce qu'il y a une étiologie? Ou ma question est peut-être complètement stupide. Pas du tout, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée en travaillant sur le sujet. Quelle était vraiment la différence entre le MRS et le MRKH de type 2? Alors, moi, c'est la façon dont je l'ai compris, mais pour moi, le MRKH, c'est l'aplasie utérine au sens strict, donc vraiment une aplasie. Et dans le MURS, on peut avoir les mêmes atteintes extragénitales, mais il peut y avoir le spectre MRKH, c'est-à-dire uniquement un utérus bicorne ou un utérus unicorne, mais pas forcément l'aplasie. Et j'ai compris les choses comme étant aplasie utérine avec malformation extragénitale, c'est un MRKH de type 2. Une autre malformation, type utérus unicorne, bicorne, utérus didelphe, avec les malformations extragénitales, l'association MURS. Merci. Et est-ce que du coup, tu as une différence de rendement entre ce qui est vraiment le MRKH typique et ce qui est un peu apparenté, genre, parce que tu as peut-être récupéré pas mal de Guérin-L avec justement les utérus bicornes, les choses comme ça qui ne sont pas vraiment finalement le MRKH typique. Est-ce que tu as une différence de rendement génétique? La cohorte est constituée, il y a 85% de femmes qui présentent un MRKH au sens strict, donc c'est vrai qu'on est un peu biaisé. Il n'y a que 9 patientes qui ont un autre type d'atteinte mullérienne. Donc c'est vrai que là, on a plus de diagnostics chez les femmes qui présentent un MRKH. Après, on a quand même retrouvé pas mal d'étiologies, notamment le syndrome triple X, c'est une jeune fille qui présente un utérus bicorne. La délétion 22q1.2, c'était également un MRKH atypique. La jeune femme qui présente le karyotype 46XY n'avait pas d'aplasie vaginale, donc c'est pas un MRKH au sens strict du terme. Donc finalement, il y a probablement des diagnostics à faire également dans les aplasies, dans les hypoplasies mullériennes, mais je pense que la cohorte est trop petite sur ce versant-là pour pouvoir vraiment distinguer s'il y a plus de résultats pour les MRKH. Ok, merci. Ouais, parce que sur l'arbre que tu as montré, tu as dit qu'il y a une des femmes qui était, oui là, tu as dit qu'elle avait un MRKH, le MRKH une aplasie totale parce qu'elle a 2 enfants. Oui, je pense que ma langue a fourché. J'étais un petit peu perturbé sur la définition du MRKH avec 2 enfants. Alors non, elle n'a pas été transplantée ou pas? C'était ça, elle a été transplantée ou pas?
Donc, Pour elle, c'est, excusez-moi ma langue a fourché, mais pour elle, c'est une notion de malformation utérine, plutôt, je crois, un utérus bicorne, qui compatible avec une peut gestation. être associé, qui est compatible avec la gestation, oui.